Oui. Oui, bonjour, bonjour mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour ces visages d'amitié, ces visages d'amis qui sont présents là, merci aux collègues et surtout merci aux organisateurs de ce grand rendez-vous de Meddays, à ces experts, à ces intervenants, à ceux qui vont nous apporter un très bon partage, qui vont partager avec nous, qui vont nous apporter une magnifique appétence intellectuelle pour les questions du monde. Merci donc à ces intervenants de nous aider à décrypter le monde en tension, en partition, un polymonde en polycrise. Le titre est merveilleusement bien trouvé. Merci aussi à ces experts de nous aider à entrevoir les contours de ce nouvel ordre, alternatif ou non, on le verra, mais qui me rappelle personnellement la pensée dictée il y a un siècle déjà, pour dire que les choses n'ont pas beaucoup changé, d'Antonio Gramsci. Et Antonio Gramsci, ce qu'il disait, c'est que le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. J'ai trouvé que c'était une très belle phrase, parce qu'actuellement, quand on voit l'état du monde, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres. Dans cette session, nous allons parler d'une partie du monde, c'est-à-dire l'Afrique, qui, malgré tous ces problèmes, ces défis, ces conflits, ces tensions, est très riche en potentialité, en richesse forestière, hydrique, énergétique, en terres arables. L'Afrique constitue, il faut le rappeler, 60% des terres arables dans le monde. Donc l'Afrique qui constitue, et vous l'avez dit, Monsieur Martin Ziguilé, il y a de cela quelques années, à Casablanca, à une rencontre que nous avions organisée avec notre ami Monsieur Lorenzi, le Cercle des économistes. Donc vous avez dit, Monsieur Martin Ziguilé, c'est l'Afrique constituée la nouvelle et la dernière frontière de développement. Vous êtes, Monsieur Ziguilé, aujourd'hui membre de la Commission économique financière au plan à Bangui, une commission que vous aviez présidée de 2016 à 2021. Je rappelle que vous avez été Premier ministre de la République centrafricaine, vous avez été ministre des Finances et du Budget, vous avez été plusieurs fois candidat aux élections présidentielles et vous avez dénoncé sans relâche le pillage et les dérives dont souffre la République centrafricaine, mais pas seulement votre pays qui est, je le rappelle, 6 millions d'habitants et un pays entièrement enclavé. Et vous êtes aussi, donc, monsieur Ziguilé, vous êtes aussi un expert des assurances. Vous êtes un expert des assurances qui est reconnu au niveau, donc, dans votre pays, mais aussi au niveau régional en Afrique. Je voulais juste vous faire intervenir, monsieur Ziguilé. Vous allez donc, en tant que keynote speaker, le dernier forum, parce qu'il y a une continuité dans tous ces forums que nous faisons. Le dernier forum de Marrakech, la 4e édition du Forum de l'investissement, dans le discours de Sa Majesté le Roi, on relève donc une partie très intéressante. Le retard de l'Afrique en matière de développement des infrastructures nous interpelle et doit être rattrapé pour promouvoir donc les chaînes de valeur régionales à même d'accélérer la transformation productrice des pays africains. Donc au cœur du problème, c'est la question des infrastructures. Donc Monsieur Ziguilé, on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Comment mobiliser les investissements et l'épargne pour justement contribuer à réaliser ces infrastructures dont l'Afrique a tellement besoin. Merci Monsieur Ziguilé d'être avec nous ce matin. Merci Madame. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre. Ça fait plusieurs fois que je viens, je suis un peu un habitué de la maison. Et je pense que c'est un lieu d'échange de premier rang en Afrique. Il n'y en a pas beaucoup de ce type qui mêle à la fois des has-been comme moi, et des jeunes retraités ou d'anciens retraités, mais aussi des cadres en activité et qui construisent l'Afrique tous les jours. Je vous remercie. C'est un lieu commun que de dire que les économies africaines ont besoin de grands moyens financiers pour leur développement. Et pour les infrastructures, si je me réfère à la Banque mondiale qui a autorité en la matière,
pour toute l'Afrique, les besoins de financement pour les infrastructures de développement se chiffrent à peu près à 93 milliards de dollars des États-Unis par an. Par an. Ce sont des estimations qui datent déjà de 2-3 ans. Et je pense qu'avec les derniers problèmes que nous avons connus, les problèmes de dérèglement climatique, les tremblements de terre, les séismes, et je m'incline devant la mémoire de celles et de ceux qui, dans ce pays, ont eu à vivre ces affres-là et qui ont perdu des êtres chers. Donc, les besoins en infrastructure, les besoins de financement des infrastructures en Afrique, c'est une réalité. C'est comme le nez au milieu du visage, on ne peut pas le cacher. Mais lorsque vous ne prenez que ce besoin en financement des infrastructures et que de l'autre côté, vous regardez les moyens, vous voyez qu'il y a eu différents tempos. Pour la majorité des pays africains qui ont accédé à l'indépendance autour des années 60, le développement était délégué. C'est-à-dire qu'on espérait sur les investissements étrangers, il faut dire les choses clairement. Et là-dedans, je mets les aides publiques au développement diverses et variées. Là-dedans, je mets également les investissements dits directs étrangers dans le secteur privé. Là-dedans, je mets aussi, ce qu'il ne faut pas négliger, les transferts au fond de la diaspora qui joueront un rôle de plus en plus croissant. Mais au départ, c'était symbolique. Et donc, pour tout le reste, on faisait du développement ou on pensait faire du développement, mais sans financement et surtout sans mettre au cœur de la démarche la question centrale de l'effort personnel, c'est-à-dire des efforts endogènes pour maîtriser les sources de financement du développement. Pour un certain nombre de pays en Afrique, le réveil a été brutal avec, pour le cas de l'Afrique dite francophone, en tout cas utilisant le franc CFA, avec la dévaluation du franc CFA. La dévaluation du franc CFA nous a fait entrer en fait dans le monde du réel. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément la main sur différents leviers de développement, dont la monnaie. Et nous avons vu apparaître donc différents mécanismes dans nos pays pour essayer de peser sur le développement et en maîtrisant de plus en plus des ressources internes. La fiscalité moyenne dans la zone étant d'à peu près 25% pour financer le développement de manière durable et de manière soutenable et surtout les infrastructures, il fallait regarder ailleurs. Et c'est comme ça que nous avons vu apparaître un intérêt manifeste des responsables de la région vers le renforcement du secteur des assurances. Les assurances, c'est un secteur, comme vous le savez, qui comprend non seulement l'assurance dommage, l'assurance à court terme, mais surtout tout ce qui concerne l'assurance vie. Et dans l'assurance vie, les ressources sont longues parce qu'elles sont destinées à financer, en fait, ou à remplacer la perte, ou à compenser ou à remplacer la perte de revenus lorsque vous cessez vos activités professionnelles. Donc, les uns et les autres cotisent pendant de longues années, ce qui suppose donc la mobilisation de ressources pendant de longues années, et donc la possibilité de les transformer en source de financement de développement, et puis, donc, par effet de subsidiarité, d'éviter d'entrer dans un cycle d'endettement en plein pot. Parce que, je le rappelle rapidement, l'endettement extérieur a au moins deux risques principaux, au moins, je dis bien. Le premier, c'est le prix de l'argent qui peut changer du jour au lendemain. Et puis le second, c'est les risques de change. Parce que s'il y a des problèmes de change, il y a des problèmes d'évaluation, etc., ça renchérit naturellement le coût de l'endettement extérieur destiné à financer le développement. Donc je reviens là-dessus. Nous avons constaté dans nos pays que, comme toujours, ce n'est pas nouveau, il faut toujours compter sur soi-même. Donc il faut développer le secteur des assurances. Mais les assurances en Afrique, c'est à peu près 70 milliards de primes collectées par an, et aux 80 milliards selon les statistiques que vous ayez vos sources, que ce soit Sucre ou Minicré. Mais là-dedans, vous avez 70% de l'Afrique du Sud. Et derrière l'Afrique du Sud, le Maroc vient avec 3,73%, puis vous avez l'Égypte avec 3,50 et quelques, et puis le Kenya avec 3,23. Tout le reste, c'est des micro-marchés, 0%, 0,1% de 80 milliards à peu près. Donc 80 milliards de dollars des États-Unis face aux besoins de financement des infrastructures. On comprend très vite que si des 80 milliards, on enlève les frais de fonctionnement et qu'on retient uniquement sur la marge de main-d'œuvre des investissements,
il faut penser à autre chose. Et les États ont développé donc, toujours par souci de maîtriser les sources d'épargne longue, le système de retraite. Malheureusement, le système de retraite en Afrique est un système par répartition. Système par répartition. Donc, dès qu'on encaisse les cotisations, on paye tout de suite les retraites. Et lorsque vous regardez la structure d'investissement des caisses de retraite, il n'y a pas d'épargne longue. C'est pour ça que nous sommes maintenant à un troisième temps, qui est celui de la réflexion pour faire évoluer la réglementation. Dans le secteur des assurances, le mouvement a été général dans toute l'Afrique. Le mouvement de renforcement du capital social des compagnies d'assurance pour leur donner la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir accumuler beaucoup de ressources et puis les transformer en ressources longues, lesquelles ressources sont indispensables pour le financement des infrastructures. Nous voyons également le même mouvement dans le secteur des caisses de retraite, parce que les caisses de retraite qui fonctionnent également par répartition évoluent vers des systèmes, évoluent vers l'acquisition de nouvelles compétences dans la mise en place des caisses de retraite complémentaires ou de formules de retraite complémentaires, donc volontaires, donc fonctionnant par capitalisation et qui viennent compléter donc l'édifice des caisses de retraite de base qui sont des caisses de retraite par répartition. Donc dès le moment où vous avez des ressources qui vont au-delà de ce dont vous avez besoin pour fonctionner, vous pouvez les transformer en ressources longues pour le financement du développement. Troisième étape, c'est la répartition des caisses de dépôt et de consignation. Je pense que je ne suis pas le plus compétent ici pour en parler, mais nous avons ici des cadres en fonction, en exercice, qui animent des caisses de dépôt et de consignation, et c'est le chemin vers lequel je pense que beaucoup de nos pays doivent tendre, parce que en matière de financement de développement, comme je l'avais dit, et je vais m'arrêter là-dessus, les ressources sont énormes, et les besoins sont énormes, comme je l'avais dit, mais les ressources restent à construire et à chercher. Et en cette matière, et je le répète une seconde fois, un sou, c'est toujours un sou. Donc, et je chute là-dessus, on ne peut pas se développer, ni développer des infrastructures dans l'Afrique en déléguant la réflexion et le travail pour la mobilisation des ressources internes pour les transformer en ressources longues. Vous avez vu que j'ai volontairement refusé d'entrer dans la polémique qui consiste à mettre en cause le fait qu'en Afrique, il y aurait beaucoup de corruption, que l'argent se trouve là où il ne devrait pas être, et là où il devrait être, il ne se trouve pas. C'est vrai. Mais nous ne pouvons pas espérer enseigner nos enfants à développer leurs connaissances en disant, dans ma salle de classe, j'ai 100 élèves, il y en a 10, excusez-moi le terme, qui sont des cancres, donc j'arrête d'enseigner. Il faut continuer à enseigner. Merci beaucoup. Parce que dans les 90%, il y aura ceux qui auront à sauver l'ensemble du village ou du pays ou du quartier. Je vous remercie. J'ai été long, je m'en excuse. Merci beaucoup, Monsieur Martin Zingele. On vous applaudit. Merci pour cette synthèse très claire de l'évolution, donc de la dynamique de mobilisation de l'épargne, avec une réflexion de fond, comme vous dites, c'est qu'il faut dorénavant peser sur le développement en mobilisant les ressources en interne. La dynamique a commencé à prendre en Afrique du Sud, au Maroc, en Égypte, comme vous dites, mais il n'y a pas encore d'essaimage dans les autres pays africains. Nous en sommes aujourd'hui à une réflexion, il faut retenir ce mot, pour faire évoluer la réglementation, que ce soit au niveau des caisses de retraite ou aussi des fonds d'investissement. Merci beaucoup, Monsieur Zingele. Vous avez parlé des cadres de la caisse de dépôt et de gestion, caisse de dépôt et de consignation, qui sont avec nous ce matin. Donc, ce sont des hauts commis de l'État. J'ai nommé M. Khalid Safir, M. Lassana Fonfani, M. Youssef Diagana. Ce sont des hauts commis de l'État. M. Khalid Safir, longue carrière au ministère des Finances, où vous serez porté en 2011 secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, avant d'être nommé en 2018 wali de la région du Grand Casablanca et wali de Casa Stat. Et enfin,
de directeur général donc de la Caisse de dépôt et de gestion, mais auparavant donc directeur général des collectivités locales, donc une très bonne expérience au niveau du terrain qui est absolument important. Monsieur Lansana Fofana, long parcours aussi de responsable au ministère des Finances jusqu'en 2011 où vous êtes nommé directeur général donc du Trésor et en 2018 premier directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. Donc on voit que c'est quelque chose encore nouveau. Vous avez passé, il y a quelques semaines, je crois 3 ou 4 semaines à Abidjan, où nous étions présents, le relais en tant que président du forum des caisses d'épargne. Donc vous avez passé le relais à monsieur Youssef Diagana, qui est directeur général de la Caisse de dépôt de Mauritanie, Caisse de dépôt et de développement, donc qui a été nommé lui aussi après une longue carrière en tant que secrétaire général au ministère de l'Équipement et des Transports, secrétaire général au ministère des Affaires économiques et développement, secrétaire général de l'économie et des finances, donc qui est donc directeur général de la Caisse de dépôt et de développement de Mauritanie. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Donc vous voyez que c'est vraiment des hauts commis de l'État qui ont capitalisé, qui ont maturé sur une expérience à la fois de terrain et une expérience au niveau des finances. Nous avons aussi le plaisir d'avoir dans cette première séquence, puisque on va travailler par séquence, la présence de monsieur Omran Oubeid, qui est donc une double formation à la fois d'ingénieur agronome et des finances, qui est aujourd'hui directeur général d'Esmal Capital, président du Forum international des fonds souverains et président du Forum africain des fonds souverains. Donc c'est la première étape de notre session. Et ensuite, je reviendrai avec la présence de madame Yassine Fall, que nous remercions d'être avec nous, monsieur Diop, qui est avec nous, et monsieur Jibril Fall, qui est aussi avec nous. Donc merci pour votre présence. Peut-être comme première question, monsieur Khalid Safir, la première question, c'est beaucoup d'entre nous connaissent la diversité des interventions des caisses d'épargne et de dépôt ou de développement, mais ils méconnaissent le modèle singulier des caisses. Donc, pourquoi créer une caisse de dépôt et de consignation, une caisse de dépôt et de gestion? Pourquoi cette création? Quelle est la singularité de ce modèle? Merci. Merci, Madame Mohad, de me donner la parole. Et je souhaite d'abord saluer mon voisin de gauche, son Excellence, Monsieur Ziguélé, qui m'a précédé, qui a déjà plus ou moins répondu à la question. D'ailleurs, tout ce qu'il a dit a sonné comme de la musique dans mes oreilles. Donc, pour dire qu'un certain nombre de pays ont choisi ce dispositif et ce cadre légal de caisse de dépôt et de gestion. Et d'ailleurs, nous faisons partie, vous l'avez cité, du Forum des caisses, qui regroupe à la fois des caisses de dépôt européennes. Et je vois d'ailleurs parmi nous notre ami Monsieur Bernard Dismagui de la caisse de dépôt et caisse de dépôt italienne, mais aussi des caisses de dépôt africaines, notamment sur la côte atlantique. Et d'ailleurs, mes deux amis et camarades, M. Fofana et M. Diagana, Côte d'Ivoire et Mauritanie, nous nous voyons de manière régulière pour échanger et pour regarder nos différentes expériences. Donc tous ces pays-là ont opté pour ce modèle et ce dispositif pour deux objectifs ou deux impératifs principaux. Le premier est celui de mettre en place un cadre qui assure pour un certain nombre de fonds et de ressources particulières, une certaine sécurité et une certaine protection. Et je parle ici, par exemple, des fonds gérés par les notaires, des fonds de consignation au niveau des tribunaux, par exemple. Deuxièmement, qui assure pour ces fonds et ces ressources des exigences d'exigibilité et aussi de liquidité. Par exemple, les fonds des notaires sont exigibles immédiatement et doivent être disponibles à tout moment. Les fonds, par exemple, des retraites, eux, sont étalés sur du plus long terme. Et troisièmement, ce sont des fonds et des ressources qui ont besoin d'être bien gérés et être rémunérés correctement. Donc, c'est ça les trois composantes de du premier impératif. Le deuxième impératif, et là je rejoins donc ce qui a été exposé par son Excellence M. Ziguélé, c'est ces caisses collectent et mettent à la disposition de l'économie nationale des ressources de long terme, principalement,
des ressources de développement qui ont trois grandes caractéristiques. Et là, même chose, M. Ziguele m'a précédé, on a déjà parlé. Un, ce sont des ressources domestiques locales, donc pas de risque de change. C'est des ressources qui sont sur le long terme, qui sont des ressources très rares dans les économies, très difficiles à trouver. Les banques assurent un certain nombre de financements, mais qui n'assurent pas le très long terme. Et puis, troisième caractéristique importante, c'est aussi leur coût et leur prix. Ce ne sont pas des ressources très gourmandes, qui ont besoin de rentabilité, mais qui ne sont pas spéculatives. Donc, c'est ça les deux grands impératifs avec chacun ces caractéristiques. Et donc, aujourd'hui, ce sont des outils de transformation de ressources collectées, de fonds collectés, qui sont mis à disposition de l'économie nationale pour aller servir au financement d'un certain nombre de projets, notamment d'infrastructures ou de politiques publiques sectorielles économiques qui ne trouvent pas les financements à la fois soit dans l'économie nationale, soit des financements externes qui soient capables de les accompagner. Merci beaucoup, M. Safel, pour cette première déclinaison. On reviendra sur cette question des conflits d'horizon, ce qu'on appelle les conflits d'horizon, à savoir l'investissement de long terme et l'investissement de court terme. Dire la bienvenue à nos amis, M. Bernardo, qui est la secrétaire générale du Forum donc des caisses d'épargne, qui est avec nous, et dire aussi bienvenue à nos amis de la Caisse de dépôt de consignation française. Ils sont aussi avec nous présents, donc bienvenue à tous nos amis. Monsieur Fofana, je me tourne vers vous. C'est la même question. Quelle est la singularité du modèle des caisses de dépôt? Vous avez une caisse qui est relativement récente, en 2018. Vous avez commencé à travailler en 2019, mais vous êtes déjà un expert donc, de ces questions de mobilisation de l'épargne. Bien, merci Madame. Je pense que mes deux prédécesseurs ont déjà pratiquement répondu aux questions. Ben, je pense que la question de la création d'une caisse de dépôt en Côte d'Ivoire, je pense qu'elle s'inspire des caisses déjà plus anciennes qui, de par leur fonctionnement, ont montré que le modèle caisse de dépôt, qui a été déjà largement éprouvé par les plus anciennes, notamment la caisse française, la caisse italienne et plus proche de nous, la caisse marocaine, ont montré leur résilience et leur contribution, je dirais, au financement de l'économie. Donc, avant cela, nous avons fait quand même du benchmark dans pas mal de pays. Et à la suite de tous ces benchmarks, nous avons estimé qu'il était important de se doter d'une caisse de dépôt pour mobiliser notamment des ressources additionnelles, en général très longues, comme on l'a dit, et surtout domestiques, pour éviter la question de l'endettement extérieur. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à donc opter pour le modèle caisse de dépôt. Et une fois que ça a été fait, donc nous sommes aussi inspirés de l'invitation qui a été faite par l'Union africaine en 2015 à travers son agenda 2063, où l'Union africaine invitait les États africains à mobiliser davantage de ressources pour faire face à leurs besoins d'infrastructures, surtout des mobilisations de ressources internes. Et pour cela, il a été important d'imaginer des instruments qui seraient capables de mobiliser, de sécuriser et de transformer ces ressources, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de contribuer au financement de l'économie à travers donc des investissements structurants d'intérêt général et alignés sur les politiques publiques. Voilà un peu de manière générale. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire de manière spécifique, nous nous sommes inspirés de la vision, de ce qu'on appelle la vision Côte d'Ivoire 2030, et qui prend en compte tous les grands travaux à réaliser, et ça a été décliné dans des plans nationaux de développement, dont celui de 21-26, et qui nécessite la mobilisation d'énormes ressources, notamment au plan intérieur. Et donc, pour cela, il a été question de faire d'importantes réformes au niveau des finances publiques, mais également au niveau du système financier global.
Et ces réformes-là ont permis notamment de créer un nouvel investisseur dans l'écosystème financier qui est la Caisse de dépôt et consignation pour devenir un levier de financement de l'économie et un levier pour financer surtout tout ce qui est investissement sectoriel dans certains domaines prioritaires. D'où la création de cette caisse en 2018 et qui a commencé ses activités effectivement en 2019. Voilà un peu pour Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Merci. Merci. Je me tourne vers Monsieur Diagana, Monsieur Youssef Diagana, qui est donc président du Forum des caisses, donc depuis 2 ou 3 semaines. Et donc, ce que je retiens de Monsieur Fofana, c'est 3 mots d'ordre: mobiliser, sécuriser et transformer. Une épargne qui, il faut le rappeler, est une épargne privée. Nous ne parlons pas d'épargne publique, c'est une épargne privée. Donc, mobiliser, sécuriser, transformer. Monsieur Diagana, donc, quel est votre... Donc, vous avez une caisse de dépôt. Quelle est la singularité de ce modèle que vous pilotez donc, depuis quelques années, depuis 2015, je crois? Merci, madame. Je voudrais d'abord, en tant que président du Forum des caisses de dépôt, dire notre compassion par rapport au terrible tremblement de terre qui a frappé le royaume frère du Maroc. Je voudrais également dire toute notre appréciation par rapport à la réponse forte et résiliente qui a été celle du royaume. Après avoir dit cela, je souhaiterais dire que sur la problématique que vous avez évoquée, les intervenants avant moi ont dit l'essentiel de ce qu'est une caisse de dépôt et de consignation. Je dois ajouter que, comme l'a dit le Premier ministre, que face aux besoins croissants en infrastructures et en financement de l'entrepreneuriat, qui se chiffre en centaines de milliards de dollars par an, le Premier ministre a parlé de 93 milliards de dollars par an. Il était urgent de mettre en place des mécanismes propres pour répondre au gap de financement de nos économies dans nos pays en Afrique. Comme chacun sait, les solutions classiques qui sont en présence, quoique appréciables, ont connu leurs limites, qu'il s'agisse de l'aide publique au développement ou de l'encours à l'emprunt, ou qu'il s'agisse des investissements directs étrangers. Le gap de financement se trouve très important. C'est pourquoi, à l'échelle des pays d'Afrique, la création de caisses de dépôt s'est révélée comme une nécessité. Non pas comme la réponse, mais comme une réponse pour faire face à cette problématique-là. Donc, s'inspirant de l'expérience des pays dévanciers, je parle de la CDC France, la CASA Italie et de la CDG Maroc, qui a plusieurs années d'expérience, qui se chiffre en termes de décennies. Donc, très récemment, beaucoup de pays africains se sont intéressés à ce modèle de caisse de dépôt, dont l'ADN, c'est précisément de collecter, gérer l'épargne démocratique, l'épargne privée comme l'épargne publique, pour transformer une partie de cette épargne à des fins de financement de l'économie. En tenant compte de plusieurs impératifs, l'impératif de retour sur investissement, cela voudrait dire qu'il faudrait, avant de s'engager dans un programme, dans une opération, s'assurer de la viabilité de cette opération-là. En s'inspirant aussi de l'intérêt
de l'impératif d'additionnalité. Il ne faudrait pas que les caisses de dépôt soient en plus dans l'écosystème économico-financier des pays. Il faudrait qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Il faudrait que ces caisses aussi s'alignent avec les priorités nationales pour véritablement peser. Et tout cela dans le respect d'un modèle prudentiel. Je dois saluer ici l'effort fait par le Forum des caisses à travers la mise en place d'un référentiel de gestion prudentielle et saluer en tout cas l'effort important fait par la CDG Maroc dans ce sens-là. Alors, merci beaucoup, Monsieur Diagana. Je retiens le conseil que vous nous donnez. Il faut une véritable valeur ajoutée à l'écosystème financier. Effectivement, il faut une valeur ajoutée. Donc, je rappelle qu'actuellement, nous avons 9 pays qui ont des caisses de dépôt, 9 pays en Afrique. Et il y a 4 projets qui sont pratiquement bientôt aboutis. Donc, 4 autres pays qui sont en train de créer des caisses de dépôt et de gestion. Monsieur Sefel, donc, Monsieur Diagana a parlé de vraies valeurs ajoutées. Moi, je voudrais juste une autre question à vous poser. La CDG s'implique dans des grands chantiers structurants et aujourd'hui, avec l'urbanisation très forte et la migration des populations vers les villes, il y a des grands projets donc de connexion de ces gros tubes, connexion à la fois de l'eau, de l'électricité, du numérique, mais aussi construction de villes, parce qu'on répond un peu à cette forte migration vers donc les villes. Donc, que fait la CDG donc en termes de valeur ajoutée, comme parlait M. Diagana? Historiquement, la Caisse de dépôt et de gestion au niveau du Royaume du Maroc a été associée à beaucoup de grands chantiers d'aménagement du territoire et d'accompagnement de politiques publiques structurelles. C'est sa vocation, c'est sa mission de service public, d'accompagner donc les autorités publiques, soit dans la réalisation d'infrastructures et de financer ces infrastructures, mais aussi d'accompagner le déploiement de ces politiques publiques. Et je commencerai d'abord par les 2 métiers traditionnels par lesquels a commencé la Caisse, l'aménagement urbain et le tourisme, où la Caisse, durant toute son histoire, a donc accompagné les autorités publiques dans la réalisation de pôles urbains complets, soit de résidences, de logements à l'intérieur de certaines villes ou de cités de logements à l'intérieur de certaines villes, ou bien à la réalisation et la gestion de stations touristiques. Et je citerai pour cela les 2 dernières qui sont la station de Tarazout et la station de Saïdia dans le nord. En ce qui concerne vous avez parlé de la partie urbaine. Aujourd'hui, la Caisse participe à la fois à l'aménagement de pôles urbains au sein de certaines villes, de nouveaux pôles urbains. Il y a notamment ceux de Casablanca qui sont toujours en cours et qui concernent Casa Finance City, donc un pôle urbain à l'intérieur de la ville de Casablanca et qui a transformé l'ancien aéroport de Casablanca en un nouveau quartier de 300 hectares avec un tiers de cette surface, donc 100 hectares dédiés à un parc, mais aussi avec une cité financière à l'intérieur de ce pôle urbain. Projet aujourd'hui qui est réalisé à plus de 50%, avec déjà plusieurs institutions financières et internationales qui sont installées dans ce pôle financier. Et donc, c'est à la fois des projets qui sont rentables donc pour les fonds et les ressources gérées par la Caisse, mais en même temps avec des externalités très très importantes pour l'économie nationale. Il y a aussi la nouvelle ville de Znatak, à l'est de la ville de Casablanca, là aussi un grand pôle urbain de 1400 hectares cette fois-ci, avec plusieurs composantes dans ce pôle urbain, à la fois des parties résidentielles, de loisirs, mais aussi une zone industrielle, logistique, qui en fait quasiment une ville à part entière. Et bien sûr,
en travaillant sur ce genre de grands projets, on s'intéresse automatiquement à tout ce qui est distribution d'eau, d'électricité, et bien sûr en veillant à la durabilité, donc des énergies renouvelables, une utilisation frugale de l'eau, une réutilisation des eaux usées, et aussi tout ce qui a trait à la connexion numérique de ces territoires, pour en faire de vrais territoires intelligents et durables. Merci, Monsieur Safil. Monsieur Fofana, la Côte d'Ivoire est une locomotive dans la région. C'est aussi un acteur majeur au niveau de l'écosystème financier national et régional. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce thème-là? Et puis, peut-être rapidement, la question aussi de l'accompagnement des PME et TPE pour essayer de créer plus d'emplois, qui est vraiment une problématique qui est partagée par toute l'Afrique. Bien, merci pour votre question. Bon, effectivement, vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous sommes une jeune caisse dont les activités ont commencé, je vous l'ai dit, en 2019. Et nous avons quand même réalisé un certain nombre de ressources mobilisées. Et en tant que jeune caisse, je vous ai dit tout à l'heure, il faut mobiliser et sécuriser. Donc, dans un premier temps, nous sommes en train d'investir essentiellement dans des investissements moins risqués, surtout dans des investissements financiers, dans tout ce qui est titre. Et ça nous permet d'une part de prendre moins de risques, d'autre part, ça nous permet de générer donc des revenus, et ces revenus nous permettent donc de renforcer nos fonds propres et qui nous permettent donc d'accroître nos capacités d'intervention. C'est ce qui nous a permis, après donc 4 années, de générer un certain nombre donc, de ressources et d'accompagner des entreprises, notamment par la mise à disposition de lignes de financement, toujours par l'intermédiaire du secteur financier, notamment les institutions de microfinance, à travers lesquelles nous avons déposé, donc placé des lignes de financement et identifié un certain nombre d'entreprises dans des secteurs bien précis, financées par exemple les entreprises jeunes, les entreprises à vocation féminine, et surtout dans des secteurs bien précis, transformation de nos produits agricoles à petite échelle, digitalisation, offre de santé, etc. Et après cela, nous avons aussi investi dans l'acquisition d'une des plus grandes banques de Côte d'Ivoire après le retrait de BNP Paribas et de Proparco de cette banque. Aujourd'hui, nous détenons 12% de cette banque qui est orientée beaucoup plus corporate et qui travaille avec donc, les entreprises engagées dans les infrastructures routières. Et en plus de cela, nous sommes aujourd'hui en partenariat avec la Banque africaine de développement qui nous a octroyé un don pour renforcer les capacités de la Caisse de dépôt en matière de diagnostic, de suivi et de financement des PME jusqu'à l'horizon 2024. Et à partir de 2024, nous allons donc identifier un certain nombre d'entreprises avec la BAD et pouvoir comment assurer leur financement. Deuxièmement, toujours en matière de financement des entreprises, nous avons, grâce à notre collaboration avec CDG Maroc, nous avons depuis le 1er septembre créé notre première filiale, qui est CDCCI Capital, qui intervient dans le financement donc, des entreprises avec 2 guichets, un guichet PME, un guichet start-up, jeunes entreprises, et puis un autre guichet de grosses entreprises dont les investissements prennent en compte le volet vert. Et ça, c'est en partenariat donc, avec la Banque mondiale. Donc, pour l'instant, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire en matière de financement donc, des entreprises. Au niveau des infrastructures, nous recevons depuis hier à Abidjan, disons, une commission de l'UEMOA qui est chargée de la mise en œuvre de tout ce qui est infrastructure. Et l'idée, c'est aujourd'hui de mettre en synergie les caisses de dépôt, les institutions de prévoyance sociale et puis les institutions régionales de financement pour voir comment nous pouvons prendre en charge les questions d'infrastructure au niveau sous-régional. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Dernière question, Monsieur Diagana, vous êtes au bout. Vous savez,
Donc nous sommes très très heureux pour la Mauritanie et le Sénégal qui ont signé un accord. C'est quand même formidable que 2 pays d'Afrique se sont mis d'accord pour l'exploitation du pétrole donc en haute mer, 50%, 50%. Ça fait preuve quand même d'une grande sagesse. Et je voudrais savoir, je pense que c'est à partir de 2024 où il y aura l'exploitation par BP donc de ce gisement de pétrole. Est-ce que ça ouvre des perspectives et comment est-ce que la Caisse peut se positionner dans ce nouvel environnement? Merci, madame. Parlant d'hydrocarbures et de vocation contracyclique attachée aux caisses de dépôt, je dois d'abord rappeler que dans le contexte de la crise en Ukraine, la Caisse de dépôt et de développement de Mauritanie a été saisie par les pouvoirs publics pour mettre en place un mécanisme d'atténuation de la montée du carburant par rapport à un secteur clé en Mauritanie qui est le secteur de la pêche, de manière à préserver l'outil de production de la pêche. Donc, nous avons été amenés en tant que Caisse de dépôt et de développement à mettre en place un mécanisme en relation avec le ministère des Finances et le ministère en charge du pétrole, de manière à faire en sorte que le prix du baril au port soit aligné au prix de la pompe en ville et que le différentiel entre les deux prix soit préfinancé par la Caisse de dépôt et de développement sur la base des ressources stables dont elle dispose, avec la garantie que sur l'ensemble des exportations qui sont gérées par un opérateur en charge de la commercialisation des pêches, qu'il y ait un prélèvement de 1% pour le remboursement un peu de l'enveloppe de 10 milliards d'ouguiya que la CIRID avait mise en place pour ce faire. Donc c'est un mécanisme qui a véritablement marché et qui a permis à une caisse de dépôt de jouer un véritable rôle contracyclique en période de crise. Je souhaitais rappeler cela. Par rapport au projet commun avec le Sénégal, donc c'est un projet phare qui devrait être opérationnalisé en 2024, Inch'Allah. Donc la Caisse, en tout cas, se prépare pour jouer un rôle notamment dans l'accompagnement des sociétés qui seraient engagées dans ce dispositif en termes de logistique et de transport. Et comme vous le savez, c'est un domaine qui fait intervenir des opérateurs nationaux et étrangers, donc où les questions relatives au cautionnement et aux garanties sont en place centrale. Donc il va sans dire que la Caisse de dépôt et de développement de Mauritanie s'emploiera à jouer toute sa partition dans l'aboutissement d'un dispositif comme celui-là. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à votre Merci question. beaucoup, Monsieur Diagana. Merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Amran Obeid. Donc, dans le dernier, vous avez donc assisté à la quatrième édition du Forum d'investissement donc en Afrique et à Marrakech. Et dans le discours de Sa Majesté, il était question d'une impérieuse nécessité de créer une industrie africaine de l'investissement, une industrie africaine de l'investissement pour garantir une mobilisation massive et pérenne des capitaux pour le développement de l'Afrique. Alors, quel est dans ce sens, Monsieur Obeid, le rôle des fonds souverains et de leur impact sur le développement donc, et la croissance en Afrique? Merci Madame Moha. Je souhaiterais également remercier les organisateurs de MedDays pour nous donner l'occasion de pouvoir débattre de sujets extrêmement intéressants qui concernent le développement économique de notre continent. Pour revenir à votre introduction, juste peut-être une petite précision, parce que
l'évocation de l'industrie d'investissement était un enseignement qui a été adressé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à l'occasion du lancement du Forum africain des fonds souverains qui s'est tenu l'année dernière à Rabat, qui a connu la création donc d'une plateforme de fonds, d'une douzaine de fonds africains qui se réunissent justement en raison du défaut observé sur l'environnement de l'investissement globalement, des actions qui généralement sont nécessaires à l'aboutissement et à la réussite des projets et qui consistent dans l'investissement d'un certain nombre de moyens financiers tout à fait en amont de l'acte de l'investissement. Et nous avons entendu ce matin beaucoup de chiffres. Le déficit, bien entendu, en Afrique se chiffre en centaines de millions de dollars annuellement et continuera à s'accroître malheureusement. En l'absence d'une inflexion qui n'est aujourd'hui, dont on n'arrive pas à observer l'émergence, et en raison de l'importance ou des attentes croissantes des populations. Il faut comprendre que, juste pour quelques éléments d'illustration et pour mettre des chiffres simples, d'ici 2050, un jeune sur 3 sera africain. Et dans les 2 prochaines décennies, vous avez parlé d'urbanité, il faut comprendre que rentrera dans les villes africaines l'équivalent de la population de l'Europe occidentale. Donc tous ces éléments juste donnent des indicateurs sur la nécessité de disposer d'une véritable industrie de l'investissement qui regroupe non pas uniquement les acteurs dont la fonction est de mobiliser de la ressource et de l'épargne, mais aussi des acteurs qui ont la capacité également de concevoir, envisager, préparer, développer et faire aboutir des opportunités d'investissement. Et c'est là où se situe parfois le rôle des fonds souverains, parce que c'est un concept qui le plus souvent fait référence ou renvoie à des concepts qui ne sont pas totalement réels, bien que aujourd'hui la naissance donc des fonds souverains avait démarré dans le cadre des pays disposant de ressources d'hydrocarbures et qui cherchaient à travers la création d'outils d'investissement d'intervenir dans le cadre de la stabilisation, de la préparation donc de leur futur pour la transition à l'occasion au terme des réserves. Par contre, ce qui a été observé au cours des dernières années, c'est une tendance de fonds où ces fonds souverains, une catégorie de fonds souverains qu'on qualifie de fonds stratégiques de développement, commence à prendre beaucoup d'ampleur et constitue aujourd'hui la majorité du forum des investissements des fonds souverains que le Maroc a le plaisir et la charge de présider à travers Etmar Capital. Et l'initiative que le Maroc a aussi lancée à travers la création du Forum des fonds souverains africains vise à créer la connexion entre les détenteurs de capitaux à long terme avec des opportunités d'emploi qu'il s'agit de faire émerger. Donc Etmar, à travers ASIF, en réunissant 12 fonds souverains africains qui représentent pratiquement la majorité des fonds les mieux installés aujourd'hui en Afrique, œuvre à travailler au-delà des échanges d'expériences, tout l'apport que peut partager le Maroc sur un certain nombre de secteurs, et on en a entendu parler tout à l'heure, de travailler sur une plateforme d'investissement qui investit davantage dans les premières phases de développement de projets.
ces fonds ont pour vocation, contrairement à d'autres outils, parce que vous poserez la question, quelle est la différence entre les fonds souverains et des fonds de pension ou des fonds de consignation? C'est que les fonds souverains ont ceci de singulier, qui n'ont pas des contraintes, d'un certain nombre de contraintes liées à la solvabilité ou bien liées à la liquidité ou à la disponibilité, et peuvent considérer des investissements parfois que certains acteurs ne peuvent pas envisager. Donc cette spécificité, qui est quand même une spécificité assez singulière, permettent à ces outils de pouvoir envisager des projets d'abord en amont et de rester très longtemps avec d'autres investisseurs privés pour les accompagner, parce que la finalité, c'est de pouvoir utiliser le peu de moyens dont disposent ces fonds, qui sont généralement des fonds publics, de pouvoir utiliser l'effet de levier sur des investissements privés. Et pour pouvoir réussir à réaliser cette équation, qui est extrêmement difficile au demeurant, il faut être en mesure de parler le même langage que le secteur privé, que le secteur de l'investissement, on y revient, donc que l'industrie de l'investissement, en donnant d'abord de la visibilité, en créant du volume et en s'assurant d'une certaine audition auprès des intervenants. Donc le fait de pouvoir dérisquer les projets, co-investir, en être le sponsorship, considérer des secteurs où l'additionnalité est avérée par rapport à un secteur privé qui n'est pas parfois en mesure de prendre en charge des projets pour lesquels la maturité nécessite encore un environnement public au sens large, crée pour ces outils une certaine place dans l'environnement des politiques d'incitation à l'investissement, qui se rapprochent, pour simplifier l'équation, à une forme de banque d'affaires à la disposition des pouvoirs publics pour envisager et utiliser les outils de la finance privée pour les priorités sectorielles de développement aux côtés de l'ensemble du dispositif de l'incitation de l'investissement. Alors, dernière question, Monsieur Obeid. Dans un climat d'incertitude, d'inflation, d'augmentation des taux, quelle peut être la gestion justement de ces fonds? Il y a ce problème de gestion des risques. Alors, c'est une question fondamentale, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le cas des pays en développement, et en particulier ceux du continent africain, les finances ou l'investissement qui est disponible pour les early stage ou les phases initiales des projets au cours des phases de pré-développement sont le plus souvent auprès d'acteurs industriels ou bien chez de très rares fonds d'investissement qui ont la spécificité d'investir dans le développement de projets. Et cet argent, généralement en période de crise, est le premier à disparaître, et le fait que les pouvoirs publics puissent disposer d'outils qui ont la capacité d'intervenir sur ce segment constitue un outil contre-cyclique pendant les périodes de crise financière ou d'incertitude extrêmement puissant et utile pour maintenir une dynamique économique qu'il ne faut jamais suspendre en matière d'investissement. Merci beaucoup, Monsieur Obeid. Je me tourne vers Madame Yacine Fall, que nous remercions pour sa présence parmi nous. Madame Yacine Fall, beaucoup d'entre vous connaissent, est directrice générale du cabinet du président, M. Adesina. Elle est vice-présidente chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation des services, donc du groupe de la Banque africaine de développement. Madame Yacine Fall a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine bancaire
et juridique dans le domaine de la gestion des marchés publics. Elle a dirigé des opérations très importantes en tant que chef de bureau, donc une expérience au niveau du terrain, puisqu'elle a été chef de bureau, je crois, de 2014 à 2017 à Rabat, puis à Tunis, donc en Tunisie, donc une expérience de terrain importante. Et vous avez, Madame Yassine Fall, assisté à la dernière édition donc, du Forum d'investissement, une édition qui a été, selon votre président, qui a envoyé un télégramme de félicitations à Sa Majesté le Roi, une grande réussite avec quelques 35 millions de dollars d'intérêts d'investissement cumulés. Alors, je voudrais juste vous poser, Madame Fall, cette question sur qu'est-ce qu'on peut dire de cette plateforme qui met en relation les investissements et les porteurs de projets, étant donné que c'est très souvent, on a beaucoup plus besoin de projets. On a des fois de l'argent, mais on n'a pas des projets bancals, on n'a pas des projets qui contribuent au développement et à la croissance des pays. Donc, Madame Fall, sur cette question. Alors, on a vu que derrière toutes les interventions de Monsieur Fofana, de Monsieur Safi, de Monsieur Diagana et Monsieur Obeid, il y a la question, donc, l'intervention de la Banque africaine de développement, qui est vraiment une formidable institution qui vient en aide, donc, pour les pays du continent. Madame Fall, nous vous écoutons. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence, dont j'ai eu le privilège d'assister il y a plusieurs années. Et je suis ravie d'être de retour à Tanger et de retour à Meddays. Et en fait, cette session concernant le rôle des fonds de pension et des caisses de dépôt est un peu le pendant de ce que représente la plateforme qui est le Forum pour l'investissement en Afrique. Et ce que je veux dire par là, c'est que son objectif, évidemment, c'est de mobiliser et de faire interagir, mais axé sur des projets et des transactions tangibles. La particularité de l'Africa Investment Forum, c'est effectivement, on a plusieurs occasions de discuter des problématiques de développement, des problématiques de financement, mais ce qu'offre en particulier l'Africa Investment Forum, c'est de se pencher directement dans le cadre de ce qu'on appelle les boardrooms sur des projets et des transactions tangibles. Permettez-moi d'un petit peu objecter sur votre postulat qu'il n'y a pas de projet. Au contraire, il y a des projets. D'un autre côté, il y a effectivement des ressources, peut-être pas bien sûr insuffisantes, mais c'est la problématique, c'est d'attirer les investissements à tous les niveaux. Et la spécificité depuis quelques années et l'engagement en tant que facilitateur de la trajectoire du développement du continent, qui est un des éléments essentiels du mandat de la Banque africaine de développement, et en tant qu'institution régionale, en première ligne, c'est d'être un catalyseur pour toutes ces forces centrifuges pour contribuer à la réalisation de nos projets de développement. Et en fait, l'accompagnement, et en particulier à travers les acteurs du marché financier, du secteur financier en Afrique, la banque a contribué largement à la restructuration de l'organisation, qui est vraiment une réussite aujourd'hui du secteur financier au Maroc. Au niveau régional, avec en appuyant justement la création de caisses de dépôt, en accompagnant la collaboration entre les fonds souverains et tous les acteurs, parce que en réalité, une des choses qui est importante, c'est que si on veut attirer les investisseurs et en particulier des nouveaux acteurs dans l'investissement en Afrique, il faut déjà que nous-mêmes, au niveau du continent, montrions qu'on est capable d'investir notre épargne dans les projets de développement, dans la réponse aux problématiques à la fois de long terme, mais y compris aussi des réponses à court terme. Et je voudrais par exemple prendre le cas de la crise du Covid, où on a pu, la Banque africaine de développement a, par exemple, accompagné la Caisse de dépôt et de consignation en Tunisie
pour pouvoir investir dans l'acquisition de matériel d'urgence et de matériel d'équipement pour lutter contre la pandémie. Donc, en fait, l'idée de toutes ces synergies, à la fois à travers des initiatives transversales, en favorisant, en apportant des assistances techniques aux entités comme ce dont a parlé M. Fofana, l'appui à la CDC en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Nous avons travaillé beaucoup avec la CDG au Maroc et tous les acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui, les 9 CDC existantes et évidemment la capacité d'appuyer la création d'autres, faciliter le marché et la collaboration entre les fonds souverains, c'est de dire l'Afrique elle-même mobilise ses financements, mobilise ses acteurs pour les financements de court terme, de long terme, et pour démontrer qu'on ne cherche pas à attirer simplement des investissements extérieurs, mais que nous-mêmes nous mobilisons notre épargne, nos compétences et nos capacités pour financer à long terme des activités publiques et privées qui contribuent à accélérer notre processus de développement, et avec évidemment aujourd'hui ce qui serait presque du court terme, la transition et l'adaptation au changement climatique qui demande des ressources particulières, qui demande une adaptation structurelle aux besoins, et évidemment je reviens sur ce besoin très rapidement de pouvoir s'adapter aux circonstances comme nous l'a enseigné l'expérience de la pandémie. Et donc pour cela il est important que à chaque niveau et les différents types d'acteurs créent un écosystème qui permettent de pouvoir contribuer par l'expertise, par la connaissance, par la familiarité, et par exemple les CDC, le rôle pour appuyer les PME, investir dans les PME, dans le tissu structurel au niveau national et régional. On doit effectivement permettre de créer cette dynamique, de l'accélérer en particulier dans le contexte de l'adaptation au changement climatique. Il y a un petit problème, oui. Voilà, donc merci beaucoup Madame Fall. Je retiens 2 idées nodales, 2 idées très fortes, à savoir que la BAD, c'est un catalyseur des forces centrifuges pour le développement de l'Afrique, qui rejoint l'idée de Monsieur Fofana de synergie. Et la deuxième idée, c'est qu'il faut que l'Afrique mobilise ses propres ressources. En fait, c'est un acte de confiance. Donc Madame Yacine Fall, quand vous avez été nommée donc en tant que présidente, tout à l'heure j'ai dit donc vous étiez présidente, il faut retenir donc chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation des services du groupe, donc de la BAD. Il y a eu un très beau discours de M. Adesina mettant en exergue vos qualités, votre longue expérience. Et en même temps, dans votre réponse, vous avez dit, j'ai retenu une phrase, comme quoi aussi il faut travailler sur l'outil même de la BAD. C'est-à-dire, vous avez dit que vous allez tirer parti donc de vos réalisations, améliorer davantage l'efficacité de l'exécution des opérations de la banque. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là? Là, je vous titille un peu, mais bon, vous êtes suffisamment... Tout d'abord, ce que je voudrais dire, bon, entre-temps, j'ai fait valoir mes droits à la retraite d'un point de vue administratif, même si je continue à être disponible pour accompagner les activités de la banque, évidemment, et du pays. Mais en réalité, il faut se rappeler une chose. Les projets de développement, les institutions de financement s'approprient beaucoup les projets, je dois le dire, mais il faut aussi rappeler que ces projets sont exécutés par les pays.
Donc, lorsqu'on dit les projets, l'exécution des projets, c'est évidemment un travail qui se fait en collaboration entre l'institution de financement et du développement et les pays. Et donc, évidemment, vous m'avez posé dans votre question précédente la problématique de pouvoir identifier et structurer des projets dits bancables. Et aussi, il faut se rappeler que autant les gouvernements que les institutions multilatérales utilisent des ressources qui sont des ressources du contribuable, des contribuables évidemment des pays bénéficiaires, mais des contribuables des pays donateurs. Et donc, on a une responsabilité fiduciaire pour s'assurer que ces ressources-là sont utilisées à bon escient. Et c'est pour cela que il y a une nécessité de privilégier les acteurs qui sont soumis à des normes réglementaires, des standards qui garantissent que ces fonds sont utilisés pour et réalisent les objectifs pour lesquels ils sont mobilisés et octroyés. Et donc, dans tous ces processus, j'ai été très longtemps responsable des questions de passation des marchés financés par les institutions de développement. C'est tout un travail de s'assurer que tout le long de la chaîne, les projets sont réalisés, mais que les ressources sont utilisées à bon escient, que ces projets sont exécutés dans des délais qui les rendent utiles, parce que une des choses qui préoccupe le grand public, les investisseurs privés en particulier, c'est le temps de structuration, le temps d'exécution qui parfois peuvent rendre inopérants les objectifs de développement qui sont visés à travers l'exécution de ces projets. Et donc, lorsque je parle de ça, et c'est également ce qui est entendu par le président du groupe de la Banque africaine de développement, c'est que c'est la manière dont sont conçus, préparés, exécuter ces projets avec les différentes types d'expertise et de capacités, répondent à ces besoins, mais pas seulement dans leur forme, mais aussi dans le temps d'exécution. Il y a des besoins d'urgence, il y a besoin, on sait que le gap d'infrastructure, on ne peut pas parler de développement à moyen terme ou de réponse aux besoins économiques et sociaux de nos populations si les infrastructures de base, je ne vais pas revenir sur les mêmes statistiques qu'on répète, l'accès à l'eau, à l'électricité, et à d'autres services et avec médicaux ou autres, les populations, il y a un besoin de structurer ces activités-là de manière à ce que on puisse y répondre en temps et en heure. Et je pense qu'on a de l'espoir. Et j'ai eu le privilège de travailler justement au Maroc. Je rappelle que on est passé en une quinzaine d'années à un niveau de à peu près 35% d'accès à l'eau et à travers beaucoup de projets qui ont été accompagnés par la Banque africaine de développement, on est à 99% d'accès à l'eau au Maroc. L'accès aux services financiers et bancaires, la même chose. L'accès à l'électricité, la transition vers les énergies renouvelables. Donc, ça veut dire qu'avec une collaboration efficace, on peut effectivement atteindre des objectifs de développement qui paraissent un peu irréels, mais qui peuvent se concrétiser. Merci beaucoup, Madame Fall. Je voudrais juste vous dire qu'on garde un excellent souvenir de votre passage en tant que résidente de la BAD à Rabat, donc de 2014 à 2017, où vous avez multiplié les partenariats. Il est vrai que nous profitons pour saluer Monsieur Omar Khabbaj, qui suit donc ce dossier, qui a dirigé donc la Banque africaine de développement. Merci beaucoup, Madame Fall. Je me tourne vers votre voisin, Monsieur Abdou Diop, que beaucoup d'entre vous ici dans la salle connaissent. Monsieur Abdou Diop est donc du cabinet Mazars. Il est donc en même temps, il est chef d'entreprise, il est associé gérant de Mazars au Maroc. Il est président de la Commission Afrique à la CGEM. Donc, vous voyez plusieurs casquettes. Et il accompagne donc au Maroc, en Afrique, les entreprises. Et il a une autre casquette, puisqu'il vient de
publié un très bon livre que je vous conseille vivement de lire qui s'appelle « Sénégal à portée de main lorsque le lion sort de sa tanière ». Le lion sort de sa tanière. Donc, vous voyez, c'est tout un programme. Donc, et qui parle donc de la trajectoire de développement du Sénégal. Alors, Monsieur Diop, vous avez une très longue expérience donc dans la stratégie de développement en Afrique. Et ce que j'ai remarqué, même dans votre ouvrage et dans les différents entretiens que vous avez donnés à la presse, toujours vous faites appel à la vigilance. Vous nous dites il faut être vigilant dans les partenariats pour qu'ils apportent une réelle valeur ajoutée, comme disait votre voisin, M. Diagana, une réelle valeur ajoutée, inclusive, avec les écosystèmes donc industriels, et une bonne progression du taux d'intégration, que ce soit dans les infrastructures ou que ce soit dans les autres projets. Donc il y a cet appel à la vigilance qui est intéressant et qu'on voudrait vous voir, parce qu'on parle beaucoup de tous ces partenariats, de PPP, donc projet privé-public. Mais bon, en même temps, on se rend compte que ça bouffe beaucoup d'argent. Et quant aux revenus et qu'est-ce que ça apporte réellement en termes de développement pour les pays, on peut rester dubitatif. Donc, Monsieur Abdou Diop. Merci beaucoup Farida. Merci de me donner la parole. D'abord, je remercie encore une fois les organisateurs de Meddays de m'inviter régulièrement. C'est un bonheur de venir y partager. Et avant de répondre à votre question, je vais commencer par faire un peu mon job de consultant et futur politicien, c'est-à-dire parler de choses dont des experts plus reconnus sur le domaine ont déjà parlé, mais en répétant la même chose, mais avec d'autres mots. Donc c'est pour dire votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu. C'est réagir par rapport à ce que j'ai entendu. Je pense qu'il y a un certain nombre d'enjeux et qui rejoint un peu cette problématique justement de la pertinence des choix sur lesquels peut-être je veux rajouter des points. Le premier, c'est aujourd'hui effectivement on voit qu'on parle on a 3 caisses de dépôt et le mot qui suit traduit un peu les différentes activités: consignation, dépôt, gestion. Et ça veut dire aussi que bien sûr, cette personne publique a une très grande particularité, c'est qu'elle gère des fonds publics pour l'avenir. Et donc, il est essentiel pour les pays, notamment du continent, lorsqu'on met en place ces caisses de dépôt et consignation, vraiment d'être très vigilant sur la gouvernance, parce que on ne peut pas les gérer de la même manière que les établissements publics et les sociétés publiques classiques qui reçoivent du budget de l'État, qui peut être utilisé à bon ou mauvais escient, mais il n'y a pas de conséquences. Là, on gère des retraites, on gère des dépôts, des consignations. Donc, c'est un enjeu qui est très important. Et je pense souvent quand on accompagne la création de ces caisses, on insiste beaucoup sur ce fait, sur la gouvernance qui est essentielle. Et on parle de tiers de confiance. Tout à fait. Et le deuxième élément, c'est le choix des personnes. On a le plaisir d'avoir des hauts commis de l'État qui sont autour de ce panel et qui gèrent des caisses de dépôt de gestion. Je pense que c'est très important comment on choisit les personnes, et que dans beaucoup de pays qui créent ces caisses de dépôt et de gestion, on évite justement cet amalgame entre politique et vraiment gestion au quotidien. Donc ça, c'est, je pense, aussi un élément essentiel. Et le troisième enjeu qui je pense sera un des enjeux du futur, c'est comment ces caisses de gestion vont s'organiser et aussi coopérer ensemble pour trouver des mécanismes pour mobiliser les fonds de la diaspora. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément où les pays africains n'ont pas encore trouvé la clé, parce qu'on parle beaucoup des fonds de la diaspora. Il faut qu'on puisse trouver la clé, et je pense qu'elle est chez les caisses des dépôts. C'est elles qui pourront trouver les mécanismes qui permettront de mobiliser. Et ça nous amène aussi on parle beaucoup du pétrole, gaz, des ressources naturelles. Comment justement on crée ces fonds pour le futur, où certaines parties des fonds de ces ressources naturelles viennent dans les caisses de dépôt. Donc je pense que ça fait partie des enjeux qui vont permettre justement de construire cette durabilité dans la croissance sur le continent. Donc c'est un peu ce que je voulais rajouter. Maintenant sur les projets, oui effectivement, aujourd'hui il est clair que la période est dépassée où en fait on recevait des financements et on se lançait dans des projets parce qu'il y avait des financements sans que forcément ce soit les projets les plus pertinents pour le pays. Aujourd'hui, clairement, il faut qu'on ait une approche très
pragmatique de la gestion des projets et des partenariats, et que ce soit sur des projets d'infrastructure ou sur des investissements directs étrangers, qu'on ait une construction dans la durée pour la création de la valeur ajoutée locale. Effectivement, c'est la phrase que vous utilisez, c'est ce que je disais, on n'est plus dans une coopération où les produits sont sur le présent, mais on veut construire dans le futur. Et je pense que des exemples patents sont là, hein, qui démontrent comment on arrive à construire dans la durée une relation à long terme. On le voit, je pense que l'exemple de l'automobile au Maroc est un très bel exemple, hein, où on a commencé avec des taux d'intégration faibles, mais avec une montée en puissance volontaire. Taux d'intégration faible pour attirer des investisseurs d'une certaine taille, mais avec un plan pour monter en gamme et pour créer aussi des écosystèmes locaux. Mais ça veut dire aussi qu'il faut accompagner le développement du secteur privé local qui permet justement d'avoir ce partenariat gagnant-gagnant entre un acteur, un investisseur international et les acteurs et les investisseurs du secteur privé. Et c'est valable aussi pour les projets d'infrastructure. Souvent, on a eu des choix de projets d'infrastructure qui étaient plus dictés parce qu'on avait un financement d'un pays et qu'il fallait aller vers le fournisseur de ce pays-là et qui finalement nous coûtait plus cher et peut-être était moins adapté à nos besoins. Aujourd'hui, la réalité africaine est que, vu la multiplicité des partenariats, on a plus de choix et je pense qu'aussi on a pris le pli de mettre de plus en plus d'experts dans la sphère publique qui permet de mieux négocier ces contrats de partenariat et d'être plus pertinent sur le long terme. Donc oui, très clairement, aujourd'hui, l'Afrique est en train de shifter et il est essentiel que les différents pays prennent exemple sur ceux qui arrivent à faire de belles choses dans ce domaine, parce qu'effectivement, on dénonce quelquefois certains partenariats déséquilibrés, mais on a quand même beaucoup de belles choses qui sont réalisées avec des partenariats équilibrés et avec de la vraie valeur ajoutée et qui s'inscrivent dans les plans de développement des pays. Et je pense que ça, c'est les deux éléments cruciaux. Comment on construit dans la durée de la valeur ajoutée locale et comment ces partenariats sont inscrits dans les plans nationaux de développement. Donc, il faut qu'on soit dans une démarche proactive et non pas juste accepter ce qui vient, qui ne soit pas en phase avec nos priorités. Alors, Monsieur Diop, donc une dernière question, c'est cette construction dont vous parlez, donc elle doit tenir compte, et vous le dites dans votre livre, de 3 niveaux qui sont à considérer, à savoir la gouvernance, la gestion des priorités des pays africains, la géostratégie mondiale et la place de l'Afrique. Donc, pour attirer, pour l'attractivité des investissements, donc est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la gouvernance, sur les réglementations, sur les... Aujourd'hui, très clairement, hein, c'est un critère majeur d'attraction des investissements. Et c'est ce que je dis. Tout ce que je viens de dire a un socle clé, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance qui va permettre de mettre les bonnes personnes pour pouvoir avoir les bonnes négociations. C'est la gouvernance qui va permettre d'avoir les bons choix stratégiques. C'est la gouvernance qui va permettre de réaliser les choses dans l'intérêt du pays et non pas dans l'intérêt d'autres acteurs. Et c'est la gouvernance qui va permettre de gérer les projets de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, oui, c'est un vrai sujet sur un certain nombre de pays africains. Quand je dis gouvernance, c'est le cadre réglementaire, c'est l'application de la réglementation et des lois, mais c'est aussi la désignation des hommes qui vont piloter les projets publics. Et donc, tout cet ensemble-là est la gouvernance. Bon, après, il y a bien sûr tout le volet lié à la transparence dans la gestion de la chose. L'environnement des affaires. Ouais. C'est déjà un socle. Si on a les bonnes personnes, une bonne application du cadre réglementaire et vraiment un commitment pour l'intérêt général et l'intérêt du pays, on a déjà réglé 90% du problème. Merci beaucoup, Monsieur Abdou Diop. Je me tourne vers vous, Monsieur Djibril Fall, qui est tout à fait au bout. Donc, Monsieur Djibril Fall qui a écouté avec beaucoup d'attention les différentes interventions. Monsieur Fall a une sensibilité anglo-saxonne. C'est important de pouvoir varier, de pouvoir conjuguer différentes sensibilités dans les analyses. Donc, vous êtes vous-même dirigeant d'entreprise et de développement pluridisciplinaire. Vous êtes professeur invité donc de l'Institut d'Afrique globale de la London School of Economy. Vous êtes membre du conseil de Carnegie African Diaspora de New York. Donc, vous voyez cette sensibilité anglo-saxonne. Vous êtes magistrat
expert technique des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'Université d'Oxford. Donc, vous voyez un concentré d'expérience et d'intelligence. Vous êtes aussi expert général pour le pacte mondial pour les migrations, un pacte mondial où le Maroc a joué un rôle déterminant. Donc, votre voisin, M. Diop, a parlé du rôle de la diaspora dans la mobilisation des ressources, et pas seulement des ressources, mais aussi des compétences, et qui peuvent beaucoup apporter à nos pays africains. Monsieur Fall, nous vous écoutons avec intérêt. Let's go, oui. Thank you very much. Yes, you could speak in English. Yes, and I apologize in speaking in English. And I thank the organizers, and I'm grateful to have heard the different case studies from several countries. Around the turn of the millennium, when you spoke of development finance in Africa, there was predominant concentration on the role of the multilateral finance institutions, overseas development assistance, and foreign direct investment. That was it. Now we have seen a progressive evolution in that domestic resource mobilization is being mentioned. Thus, we've seen the evolution of African sovereign wealth funds as different from the pension funds. To be slightly provocative, management of pension funds are relatively easy. You spend money collecting every month, lots of money, by force, because the law says people must contribute. And performance in that area varies from country to country. Some countries do well. Many countries do not do well in Africa. They are very good at collecting. They are not good at growing and investment. But the progressive part is the sovereign and wealth funds we've seen, which are slightly more speculative as we hear, which goes into areas of economic and market failure, and which also allies to big strategic area. Now imagine this, we are saying the evolution of this new financial ecology is not or need not be by itself. For Africa, there is still another financial ecology that is yet to be exploited. It is being understood a bit better, but not exploited to its extent. And that is diaspora finance and investment. So there are 4 or 5 different types of diaspora finance and investment. We have diaspora philanthropy, where the diaspora give money to people they don't know. There's diaspora remittances, where people give money mainly to family and friends. Then there's diaspora direct investment, similar to the foreign direct investment. You are investing in a business you have control in the country of origin or heritage. And there's diaspora portfolio investment, where you're invested in regulated products in your country of origin and heritage. Of these, only diaspora remittances is one that's better understood and to an extent exploited for developmental benefit. In Africa, the numbers are $100 billion a year. That is the one that comes through bank channels. The last study, comprehensive study I did on this for the African Union was in 2019, just before COVID. And my conclusion was it was 200 billion. Because if you count the informal remittances, including cash couriers and unregistered money transfer companies, and if you count remittances in kind. So somebody, my cousin wants to start a business, instead of giving them $5,000, I send them a shipment of equipment. So if you add all of this, it's 200 billion. So these are significant amounts. The World Bank and UNCTAD, African Development Bank and UNCTAD tells us that the investment deficit for the Sustainable Development Goals every year is roughly about that amount, between 100 to 200 billion. So we now understand and appreciate the impact of that type of diaspora investment in the households and in the country. But what about the underdeveloped one on portfolio investment?
In 2019, my study on the pessimistic side estimated that there were 23 billion in diaspora savings. So this is the money we're not sending. So Morocco receives over about 15 billion, I think, that comes in remittances. What about all of that money the Moroccans are not sending? And they're putting it in portfolio products and savings in Europe and in North Africa. Part of the reason it's not coming is they do not find the portfolio investment vehicles to their satisfaction. So this is why venture funds, sovereign funds, and other forms of structures can be developed to attract this. And just on a final note on this, the exciting thing about the evolution of sovereign and wealth funds is that it also need not follow a strict singular model. We found in Rwanda, we started this Agaciro about 10 years ago, it's a mixed fund. It attracts philanthropy and other forms of finance as an investment. So there is room for a great deal of improvement in this area. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur Djibril. Je vous voyais, Monsieur Obeid, vous voulez peut-être avoir un complément sur les véhicules d'investissement. Non, simplement pour abonder dans le même sens et dire que ces outils sont des outils extrêmement puissants lorsqu'ils sont utilisés à bon escient et lorsque les attentes et les expectations qui sont dressées au moment de l'établissement de ces fonds sont relativement claires et simples. Et d'ailleurs, on le voit un peu partout en Afrique. Mon collègue a parlé du fonds rwandais Agaciro. Beaucoup de choses se font également au niveau du Sénégal, avec le fonds FONSIS, avec le fonds souverain nigérian également, mais aussi dans des pays comme le Ghana, où des dispositifs extrêmement intéressants de mobilisation et de structuration de projets sont actuellement en cours. Et je voudrais quand même insister peut-être et reprendre cette fois-ci quelques éléments du message de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui a été délivré à l'occasion justement de l'Africa Investment Forum, où le souverain indiquait que l'Afrique a besoin aujourd'hui, je le cite, plus que jamais, d'initiatives audacieuses et novatrices pour encourager l'esprit d'entreprise privée et libérer tout le potentiel de notre continent. Et d'ajouter que les pays africains sont appelés à adopter une approche intégrée pour le développement en Afrique. Et donc, quand on voit la contribution de cette typologie d'outils, généralement, pour reprendre ce qui a été dit, les plateformes utilisées par les fonds souverains sont parfois complémentaires, s'adaptent à la réalité de leur pays, mais une constante qu'on retrouve en permanence, c'est que ce sont soit des plateformes d'encouragement et d'incitation et de seeding dans des dispositifs de développement de tout ce qui est venture capital, tout ce qui est private equity, à travers donc un co-investissement de la partie publique, mais avec une idée de smart money où l'objectif est d'appuyer une volonté et une tendance dans le cadre de la politique sectorielle elle-même que le pays peut porter. Les deuxièmes plateformes qui accompagnent généralement cette première plateforme, qui est une plateforme qui est dédiée aux petites et moyennes entreprises pour renforcer les fonds propres des acteurs de l'économie de chacun des pays, c'est des plateformes d'accélération de développement des infrastructures, où les notions de partenariat public-privé peuvent prendre un sens assez intéressant, peuvent être des outils d'accélération fondamentalement importants. Et à côté de ces deux, on observe également des outils qui sont plus adaptés aux pays émergents, qui ont besoin d'étendre leur économie à un environnement encore plus large que leur propre périmètre national, ou des dispositifs d'accompagnement intelligents, modernes, pour la conquête de nouveaux espaces, la réalisation de projets à l'export,
deviennent de plus en plus observables. Donc voilà, tout simplement pour dire que je partage totalement ce qui a été dit précédemment et en essayant de donner un peu plus peut-être d'éclairage sur ces sujets. Merci Monsieur Obeid. Merci. Peut-être Monsieur Safir, il y a un complément, si vous souhaitez. Sinon, c'est bon. Donc, tout à l'heure, Monsieur Martin-Ziguélé parlait de cette phase où nous sommes, à savoir la réflexion. Voilà, nous avons toute une dynamique qui est lancée, qui est de mobilisation des ressources internes. Donc, nous sommes et cette réflexion, par rapport à ce que disait Madame Yassine Fall, en termes de délai, de temps d'exécution, des besoins d'urgence, je reviens à mon idée de ce conflit des horizons. Monsieur Diop, le conflit des horizons, à savoir l'investissement long, mais aussi donc cet investissement court de certaines institutions qui veulent la rentabilité, le moindre risque, tout de suite gagner de l'argent et puis dans un temps court, mais aussi donc l'investissement long. Est-ce qu'on pourrait faire un tour de table comme conclusion pour dire comment pouvoir conjuguer ces deux termes de cette équation qui est difficile puisque en termes d'attractivité d'investissement, ça se répercute. Donc, vous pouvez commencer, soit M. Diop, soit M. Diagana, soit M. Oui, effectivement, de toute façon, dans l'investissement, il y a une problématique multiple. Il y a le temps court qui est lié à la rentabilité que demandent certains acteurs de l'investissement privé et aussi la rentabilité politique que demandent certains acteurs de la vie politique, parce qu'il y a aussi cet impératif lié au timing électoral et le temps de développement qui est un temps long et qui demande l'investissement à long terme. Et c'est là où, justement, on a cet équilibre avec les caisses des dépôts ou les fonds souverains qui sont là pour porter justement la stratégie du développement de pays et accompagner. C'est là où, justement, en ayant accès à ces ressources à long terme, ces acteurs peuvent équilibrer. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir à l'intérieur de ces caisses des dépôts, comme le modèle de CDG avec CDG Capital et le modèle de la Caisse des dépôts et consignation de Côte d'Ivoire qui vient de lancer aussi son acteur de gestion portefeuille pour pouvoir justement, sa banque d'affaires, justement pour pouvoir concilier les deux. Et je pense que c'est très important qu'on puisse mobiliser les fonds souverains et les caisses de dépôt sur ces projets structurants stratégiques. Mais encore une fois, il faut qu'on soit dans cette bonne gouvernance, il faut qu'on soit dans la priorisation. Il faut réellement que ça s'inscrive dans les stratégies de développement, dans les plans de développement. Parce que très clairement, si on a l'ambition de mobiliser nos caisses de dépôt ou nos fonds souverains sur des projets stratégiques, il faut qu'on y mette la bonne gouvernance, qu'on gère ces projets avec les bons prix pour que justement la rentabilité à long terme soit là et qu'on puisse préserver les fonds qui ont été investis et qui ont été captés, que ce soit des retraites, que ce soit des conciliations. Et c'est le grand défi, c'est comment justement on arrive à réaliser l'infrastructure avec le bon prix et non pas un prix qui est multiplié par X pour différentes raisons, pour pouvoir justement avoir la meilleure rentabilité de ces fonds qu'on gère, parce qu'aussi c'est une mise sur l'avenir, il faut qu'il y ait cette rentabilité. Madame Fall, peut-être un contrepoint ou un complément à ce que vous avez entendu? Moi je parlerais plutôt de complément, mais je crois quand même qu'il faut reconnaître qu'on a aujourd'hui des exemples très concrets de projets structurants et qui, quelque part, répondent à ces impératifs. Je prends le projet du complexe solaire et les projets de développement des énergies renouvelables. C'est vrai que le Maroc est un de mes portefeuilles. Lorsqu'on voit l'impact du programme solaire, je parle à mon ami Obedema, l'impact sur le prix, le coût de l'énergie renouvelable du projet de complexe solaire Nour-Ouarzazate s'est vu immédiatement. L'augmentation du contenu local que ce projet a permis, et je suis très fière que la Banque africaine de développement ait été un des principaux soutiens pour imposer au groupe des bailleurs de fonds
des multilatéraux qui ont accompagné ce projet de Nour, pour permettre d'aller au-delà des maximums que les banques multilatérales avaient définis comme plafond sur le contenu local, et le changement de configuration que ça a généré est un aspect qui montre que tout ce qu'on dit en théorie, lorsque sur certains projets se concrétise. Sur le transport, il y a 4, 5 ans, 6 ans, lorsque j'étais au Maroc, que je venais à Tanger, on en a parlé ce matin, où on passait 4 heures en voiture pour venir de Casarabas à Tanger. Et hier, j'ai eu le plaisir d'arriver en 1 heure. Ce sont des projets structurants qui ont changé la vie des gens. Au Sénégal, le train express régional, et je le dis parce que ce sont des projets qui, au départ, n'emportent pas forcément l'adhésion des partenaires de l'extérieur. On parle beaucoup des questions de, justement, même si, je le rappelle encore une fois, la contribution de notre continent au changement climatique est faible, où ça reste quand même une problématique, parce qu'au niveau de la transition, de la construction des infrastructures, on continue quand même à entendre presque qu'on doit continuer à voyager à dos d'âne pour aller de Casablanca à Tanger, pour ne pas affecter, pour ne pas contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. On continue à dire aux gens qui travaillent dans la grande banlieue de Dakar qu'ils doivent continuer à prendre 4 transports pour aller travailler dans la capitale. Et donc, il faut tenir compte également du fait que ces projets, en dehors des problématiques de financement, en dehors des impératifs, même s'ils sont reconnus, personne ne conteste l'importance de s'adapter, mais on parle à condition qu'on pose les problèmes correctement, qu'on parle d'une juste transition, et que la trajectoire de développement respecte également les besoins des populations qui ne doivent pas être écartées de ce processus d'industrialisation, de ce processus de mobilité, d'indépendance avec la crise alimentaire, la crise Covid, etc., que nos pays dont nos pays et nos populations ont besoin, et que des projets qui souvent ont rencontré des obstacles, en tout cas dans leur configuration et dans leurs objectifs, ont démontré de manière très concrète et très précise, et je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, que malgré cela, ces projets ont une très grande pertinence à tous les niveaux. Merci beaucoup, Madame Fall. Je rappelle juste que le Maroc fête, pas seulement l'ONCF, le 5e anniversaire donc, du lancement du Bouraq, du TGV, qui a été une formidable réalisation dont vous avez parlé. Je crois savoir, Monsieur Diagana, Monsieur Fofana, que vous avez pris le TGV pour venir ici à Tanger. Donc j'aimerais bien avoir votre ressenti. Non, c'était peut-être pour faire le même projet en Mauritanie, Inch'Allah. Non, tout à fait. C'est excellent comme impression que d'avoir un bel outil dans un pays africain. C'est vraiment rien à dire, hein. Je tenais à saluer les Marocains à cet effet. Donc, par rapport à la question horizon long, horizon court, temps long, temps court, je dois dire que par rapport aux caisses de dépôt et de consignation, le maître mot, c'est des ressources longues pour un intérêt général. Donc, clairement, c'est l'horizon long terme qui est la vertu. En même temps, quand on regarde les instruments qui peuvent être ceux d'une caisse de dépôt, donc monsieur le DG de la CDG au Maroc le rappelait tout à l'heure par rapport à l'exigibilité
des ressources qui sont celles des notaires. C'est une ressource avec son effet volume et son effet récurrence qui relève à la fois du court terme, mais à y regarder de près qui concourt par sa récurrence au long terme. Donc c'est dire que ces frontières horizon long terme, ils ont leur pertinence, en même temps avec toute la relativité qui va avec. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Diagana. Il nous reste juste 2 ou 3 minutes. Peut-être, Monsieur Martin Ziguélé, vous souhaitez peut-être, en tant que sage, faire une dernière conclusion? En tant que sage, je ne sais pas, mais en tant qu'acteur ou témoin de plusieurs phases de développement de la réflexion sur ces sujets-là, je voudrais rappeler quand même qu'il y a 20-25 ans, quand les ministres africains de finances se retrouvaient, on était plutôt dans la compétition de savoir qui allait avoir le maximum de l'APD, l'aide publique au développement. Dieu merci, je suis encore vivant et je vois des cadres africains en train de réfléchir pour dire, mais l'argent que nous avons chez nous, à côté de nous, ou dans la poche de nos compatriotes à l'extérieur du continent, comment on fait pour le mobiliser au maximum dans une démarche vertueuse de gouvernance, comme a dit M. Diop, pour créer des richesses et améliorer le sort des populations. Je ne pense pas qu'il y ait un conflit entre les horizons longs ou courts. Je pense que le conflit, c'est entre l'indécision et la décision de travailler dans la mobilisation des ressources. Et chaque jour que Dieu fera, les leçons du terrain feront en sorte qu'on affine nos stratégies pour que les différents secteurs de ressources plausibles deviennent possibles puis maîtrisables pour financer le développement. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est déjà très important qu'il y ait ce type de débat pour que nous ne continuions pas, et ça c'est toujours mon leitmotiv, nous ne continuons pas à déléguer la réflexion sur les défis qui se posent à nous au quotidien dans nos pays. 33 millions de jeunes Africains sortent des différents centres de formation, d'écoles, de centres d'apprentissage par an en Afrique. Il y en a peut-être 12-13 millions qui trouvent un emploi, et encore, quel type d'emploi? Et il y en a une vingtaine qui, chaque année, donc, sortent de ces processus de formation-là et qui attendent de nous que nous puissions créer ensemble les conditions pour qu'ils puissent vivre une vie digne. Je pense que c'est ça le but de l'opération. Donc, sans être naïf, bien sûr, on ne peut pas l'être à mon âge, mais je suis très optimiste parce que je vois le chemin qui est pris et je pense que nous y arriverons. Merci beaucoup. Voilà, on va finir sur cette idée d'optimisme. Vous avez dit chaque décision que Dieu fait, et nous avons entendu le muezzin dire Allahu Akbar, donc il y a eu quelque part une connexion aussi avec les divinités. Merci infiniment, M. Djibril Fall. Merci beaucoup, M. Youssef Diagana, en espérant qu'on ira, Inch'Allah, à Nouakchott pour le prochain forum. Monsieur Diop, Abdou Diop, Mme Yassine Fall, ça a été un plaisir de vous revoir. Monsieur Martin Ziguélé, merci beaucoup pour vos conclusions et votre synthèse. Merci beaucoup, CCFIR. Merci de nous avoir permis de tenir cette table ronde. Monsieur Lansana Fofana, ça a été un plaisir de vous revoir depuis Abidjan. Vous avez reçu les 13 caisses africaines de manière magnifique, de manière admirable. Merci beaucoup. Ça a été d'ailleurs avec les salutations Monsieur le ministre des Finances, qui nous a accueillis de manière très sympathique, et Monsieur Amran Obeid. Donc, merci à vous tous. Et après ces nourritures et ces réflexions, peut-être la véritable nourriture, passer un cocktail. Merci beaucoup. Thank you.